nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Coppen pour notre 10e déjeuner de l'Yvelines Business Club. Et nous sommes ravis. Donc Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour François. Donc ravi d'être ici, de t'avoir parmi nous. L'objectif de ce déjeuner, c'est de découvrir à la fois ton expérience au sein du RAID, mais au-delà de ça également, c'est l'aspect négociation qui aujourd'hui, nous le vivons dans l'actualité, prend tout son sens, quand c'est difficile, plus compliqué. Est-ce que tu peux nous présenter dans un premier temps ton parcours avant le RAID, pendant le RAID et après le RAID, donc d'une manière synthétique? C'est un parcours qui est vraiment très chanceux puisque j'ai eu le plaisir d'exercer en police judiciaire, en groupe de répression du banditisme, ensuite en groupe criminel. Donc ce sont les deux aspects, on va dire, les plus passionnants, ceux que l'on trouve dans les romans policiers ou les films, etc. Oui. Avec donc des enquêtes vraiment d'un très grand niveau de dangerosité, d'un très grand intérêt judiciaire. Et puis lorsque j'ai intégré le RAID, c'était en tant qu'officier, donc pour prendre une partie très originale de l'activité, un silo qui était en plein développement et qui était celui de la négociation de crise. Alors, il faut savoir qu'une unité d'intervention, sémantiquement parlant, c'est fait pour intervenir. Mais la réalité des choses, c'est que l'on paye un très très lourd tribut. En fait, lorsque l'on intervient, ça coûte très cher en blessés, en morts. On en a eu 3 quand même depuis la création de cette unité. Donc ça veut dire que l'intérêt d'avoir un mode de résolution pacifique était fondamental. Et au-delà de ce qui existait déjà, puisqu'il y avait déjà un groupe qui était constitué, il fallait surtout formaliser les connaissances pour en faire un véritable savoir-faire. Et donc ça a été ma mission. Pendant 3 ans, j'ai travaillé là-dessus spécifiquement pour essayer de construire avec mes collaborateurs, avec un psychologue clinicien que nous avions avec nous, tout un cursus. Et ce cursus basé sur l'ensemble des sciences humaines, avec un passage par la fac de médecine pour faire de l'expertise mentale, des choses comme ça, avec beaucoup de contacts avec des collègues étrangers, beaucoup de déplacements et d'échanges avec eux, chacun dans leur spécialité ou dans leurs domaines originaux de criminalité. Eh bien, on a réussi à bâtir un bac plus 3 qui est devenu un bac plus 5 inscrit au répertoire national de certification professionnelle, donc un vrai métier de négociateur de crise qui nous a permis d'avoir vraiment beaucoup de très bons résultats, près de 80% de taux de résolution par la négociation. C'est énorme. En préparant ce déjeuner, j'ai vu dans ton palmarès, j'ose dire ainsi, 350 résolutions ou interventions. Interventions, tout à fait. Donc qui étaient de tous ordres, hein. Ça allait des choses qui étaient les moins vulnérantes, les moins graves pour nous en termes d'exposition, c'est-à-dire des forcenés, des preneurs d'otages, également des suicidaires, et des choses beaucoup plus compliquées, comme par exemple des chantages contre l'État avec des groupes criminels terroristes, mais également des kidnappings à l'étranger, et ça c'était une très grande difficulté, puisque là il faut travailler sans filet, on n'a plus le groupe d'intervention avec soi, et donc on est totalement livré à l'efficacité ou l'honnêteté de la police locale ainsi que de la justice. Donc c'est vraiment un travail qui est à ce moment-là extrêmement où le négociateur s'expose énormément. Avant de creuser l'aspect, je dirais, formation, parce que ça c'est vraiment captivant de pouvoir théoriser et de pouvoir enseigner, donc de faire le passage, un passage de témoins et de connaissances. Quel était le ressort de ta motivation au départ pour rejoindre le RAID? Est-ce que c'était la dimension risque, la dimension créer quelque chose? C'est quoi qui t'a poussé à rejoindre ce corps d'élite? C'est une chance inouïe quand on intègre une unité comme ça, parce que elle est d'une exigence absolue. On sait qu'elle va aller sur les crises les plus graves qui soient, mais c'est une exigence absolue parce qu'on doit donner tout le temps, durant tout notre temps de commandement, le meilleur de nous-mêmes. Et il n'y a pas de moment de repos d'une certaine manière. On ne peut pas dire, tiens, je prends des vacances, je ne suis plus là, débrouillez-vous. Non, c'est tellement unique ce positionnement au sein de l'unité, notamment quand l'on est officier, et bien qu'à ce moment-là, la disponibilité est totale. Et ce qui a été le moteur
Oui. Véritablement, c'est l'apprentissage constant que l'on a sur les opérations, puisque on débriefe, on apprend vraiment au fur et à mesure en ayant les mains véritablement dans le cambouis, mais également sur la très grande diversité des occasions de s'améliorer du fait de l'évolution des neurosciences, de progrès en matière de communication et autres. Donc, en fait, on a une multitude de champs d'évolution et c'est un apprentissage constant. C'est extrêmement stimulant. Alors là, tu me tends une perche que je vais saisir juste après. Tu parles de l'évolution des neurosciences, un sujet qui me passionne dans l'univers de la négociation plus commerciale, donc moins dangereuse, quoique parfois. 12 ans au RAID. 11 ans et demi, 11 ans et demi, le compte est bon. Quel impact sur la vie? Parce que j'entends une disponibilité de tous les instants. Comment ça se vit, ça? On a une vie à côté? Par chance, j'ai réussi à échapper, on va dire, aux affres justement de ces difficultés. Oui. Mais c'est vrai que c'est très prenant. Donc ça veut dire que l'on a une disponibilité qui est totale, constante. Et que ça veut dire qu'on peut être appelé n'importe quand? N'importe quand. Et on ne sait jamais pour combien de temps on va partir. Donc c'est très difficile. Voilà, vraiment extrêmement difficile pour la famille également, parce que il faut avoir une très grande stabilité émotionnelle chez soi. Il ne faut pas avoir des enfants et une épouse qui nous pose des complications domestiques, on va dire, quelconques. Donc la réussite tient aussi au fait qu'on soit avec un équilibre familial vraiment de qualité. Ça, c'est une donnée fondamentale. Oui. Alors, justement, tu parles d'émotion, la stabilité ou l'équilibre émotionnel. La perche est trop forte du côté neurosciences, évolution des neurosciences. Côté commercial, moi j'ai une tendance à dire que maintenant on ne prend une décision que sous un aspect émotionnel. Comment ça interfère, comment ça intervient dans une gestion de la négociation, ces dimensions émotionnelles? Comment tu vois ça? Alors, aussi paradoxal que ça pourrait être, c'est parce qu'on a de plus en plus formalisé la méthodologie, c'est-à-dire que l'on a créé en fait des process hyper efficaces, que l'on a enfin pu s'occuper de la question des émotions du négociateur et de celui qui rentre dans une complexité relationnelle. Il y a une multitude de facteurs qui influencent. Oui. Ces facteurs-là, ils sont avant tout une stimulation et une conviction que l'on a individuelle, c'est-à-dire qu'on se conditionne littéralement pour optimiser nos capacités. Et donc, la grande nouveauté, c'est qu'autrefois, on allait chercher des choses extérieures qui allaient nous servir donc, pour être efficaces. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des ressources internes qui sont colossales. Oui. Et il suffit déjà de commencer à travailler avec ces ressources-là pour optimiser donc notre savoir-faire, notre capacité. D'accord. Donc c'est très clair. Évolution de ce métier, parce que aujourd'hui nous sommes confrontés à des gens qui ont des visions et justement qui ont des ressorts complètement différents. Est-ce qu'on peut négocier avec tout le monde? Et dans ce cas-là, quand on tombe sur des individus qui ont d'autres références, à la fois culturelles évidemment, mais surtout qui ne sont plus dans une dimension habituelle, comment on fait? Alors, ça fait deux questions, mais... ce qui a été le principal écueil en matière de résolution de crise, c'est les personnes qui sont avec une psychopathologie. Là, à ce moment-là, eh bien, on sait très bien que le fait d'être hors raison, hors champ de la raison, eh bien, c'est extrêmement donc perturbant, préjudiciable à une résolution pacifique, parce que là où on arrive à convaincre les personnes, là où on arrive à les influencer par une multitude de détails successifs très processés, quelqu'un qui est dans un autre monde, qui est délirant, ne voit pas les réalités, donc du coup ne subit pas les mêmes types d'influences. Donc il a fallu beaucoup travailler sur la psychiatrie là-dessus, et on sait très bien que c'est un écueil très très important. En revanche, fondamentalement, je pense qu'on peut essayer de négocier avec tout le monde. D'accord. Il y en a avec qui la dimension religieuse, on le sait bien aujourd'hui, avec les djihadistes. L'emprise d'une idéologie. Voilà. Donc là, l'empreinte est tellement forte. Alors, comment faire? Il faut faire attention en fait à ne pas avoir non plus, à ne pas plaquer un préjugé qui dit c'est impossible. Tout simplement parce que la réalité c'est que peut-être
peut-être que l'on peut arriver donc à dissuader la personne de passer à l'acte tout de suite, différer un passage à l'acte, toucher émotionnellement éventuellement quand il y a un otage, c'est-à-dire que ça perturbe en fait son dessein criminel. Et donc je crois que il faut essayer malgré tout de laisser une possibilité de négocier à chaque fois qu'on le peut, parce que sinon le coût est extrêmement élevé si jamais on a donc quelqu'un qui se fait sauter avec une ceinture d'explosifs par exemple. Le groupe d'intervention qui est souvent très près de l'individu donc risque de subir des dommages colossaux. Donc on doit je pense tenter une résolution pacifique à chaque fois qu'on le peut. Après quand ça marche pas, ma foi on a fait le job quoi. On a tenté cet aspect là, ça marche pas, la loi a prévu des modes de neutralisation et puis d'intervention qui sont beaucoup plus vulnérables. Bon, c'est comme ça. Donc en conclusion, ce serait quoi une bonne négociation ? Si c'est facile à dire sous un seul terme. Une bonne négociation, c'est quelqu'un qui, en face, s'est persuadé qu'au fond, les options qu'il avait au départ ne sont pas acceptables en l'état, et qui est content au fond du résultat négocié après coup. Donc il faut qu'il y ait une dimension de j'avais pas pensé à ça mais au fond c'est pas mal. Voilà. C'est cette relation qui est je ne suis pas complètement perdant, un transfert. Je garde aussi la tête haute. D'accord. Un grand respect également vis-à-vis de la personne, parce que très souvent, lorsque l'on perd, on est humilié. On se sent en colère parce qu'on n'a pas eu la force suffisante ou les arguments qu'il fallait ou le poids, le pouvoir de dire non. Et pourtant, par une bonne négociation, on peut vraiment s'affranchir de ce genre de choses et faire en sorte que la personne ressorte plutôt, on va dire, satisfaite de cette relation. Aujourd'hui, comment est-ce que tu mets toute cette somme de connaissances et d'études sur ces sujets au service d'entreprises ou d'autres corps de l'État? Quelle est ton activité principale aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis à la tête de plusieurs entreprises qui toutes sont dans des domaines différents, certaines dans le domaine de la sécurité, mais pas que. Également, on est sur des projets européens, sur la protection des biens, des choses comme ça, ou la protection des œuvres d'art en zone de guerre. J'accompagne dans mon cabinet principal les entrepreneurs, les équipes de direction et les managers au sens large sur l'amélioration de leur performance, sur leur capacité de négociation, sur le commandement, sur l'influence également, sur le risque judiciaire, sur la gestion de crise, la communication de crise. Donc une multitude de domaines qui sont complètement dans le spectre en fait de cette expérience passée. D'accord. Très très bien. Merci infiniment de cet échange. On peut retrouver aussi Christophe régulièrement sur les chaînes de télévision et puis des ouvrages également que tu as écrits. Soit donc directement, donc comme négociateur au RAID ou petit guide de contre-manipulation, mais également beaucoup de participation à des ouvrages collectifs avec un très grand nombre d'auteurs, notamment des professeurs de neurosciences. Oui, ça c'est captivant. Et j'ai vu qu'il y avait un ouvrage avec un titre plus optimiste aussi. Oui, en effet, alors j'ai plus exactement le titre en tête, mais c'est fait avec des grands noms comme Cyril Nick, par exemple. On peut se tourner vers de l'optimisme. Oui, c'est important. La résolution d'un grand nombre de conflits passe aussi par une dimension donc de croire en la possibilité de résoudre les choses pacifiquement. Merci infiniment Christophe Coppen de nous avoir rejoints. Christophe est l'exemple même des intervenants de très haut niveau que nous recevons ici à l'Yvelines Business Club, le temps d'un déjeuner. C'est à la fois hyper enrichissant, captivant, parfois frustrant parce qu'on aura envie que ça dure plus longtemps. C'est vrai. Vous pouvez nous retrouver sur le site Yvelines Business Club. Et notre prochain invité, nous restons dans une dimension également de management de très haut niveau, Patrick Dutartre, qui est un ancien patron de la Patrouille de France. Merci à vous. Merci à vous tous.